Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Nous voici donc, après un superbe voyage à la Barbade et 2 émissions enregistrées sur place, de retour dans notre émission habituelle, avec un format habituel, avec tous mes acolytes dans cette émission. Comment allez-vous tous? Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Superbe. Est-ce que vous êtes bien remis de votre voyage? Un peu nostalgique. Le choc thermique n'a pas été simple, mais ça va. Retour difficile, j'ai l'impression. Un peu. Aujourd'hui, nous avons également un invité de prestige, un invité de marque dans cette émission, que nous avons eu le plaisir de revoir pour la énième fois au Rhumfest de Paris cette année, à savoir Willy Navarre, le tonnelier probablement le plus approchable et le plus apprécié des amateurs de rhum de nos jours. Bonsoir Willy, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien et vous? Très flatteur. Merci beaucoup. Ça va très bien, ça va très bien. Heureux de t'avoir parmi nous. Alors, comme vous l'aurez deviné très certainement, aujourd'hui on va parler tonnellerie. Oui, mais on va également parler environnement, parce que je pense que ça reste toujours un sujet très très intéressant et très d'actualité en fait. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord donner la parole à notre Roger National qui lui va nous parler des nouveautés de la semaine et de ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être, etc. Donc, c'est des vas-y, lance-toi, je suis en freestyle. Alors, Appleton sort à 12 ans. Par contre, quand on dit Roger National, du coup, je suis perdu, moi. On parle de quel... moi aussi, je suis perdu à chaque fois, mais bon, c'est pas grave, comme il y a beaucoup de nations, j'imagine qu'on part du principe que... Voilà. Bon, soit. Alors, l'embouteilleur de scotch Rest and Be Thankful, que je connaissais pas du tout, sort ses premiers rhums. Donc, il y a Sac Jamaïcain, Long Pond 98, Money Musk 2000, il y en a 2, du 99 et du 98, tous de chez Money Musk. Donc, c'est en vente là maintenant tout de suite. Et je pense que Christine a beaucoup aimé, me semble-t-il. Ouais, je ne les ai pas tous goûtés parce que j'avais déjà une vingtaine de whisky dans le palais, mais okay. Ce que j'ai goûté était vraiment bien. J'ai eu des bons retours aussi de la part des gars de Esther Zenko qui sont très très chauds aussi sur ces sorties. Et j'ai vu passer. Donc, ouais. Ah bah voilà. Voilà, on verra. Guillaume de Rohani, ou Roni, je ne sais jamais ce qu'on dit, mais je pense que la fois passée, vous m'avez dit que c'est Rohani, mais je suis plus sûr, enfin soit. Lui et les Roms du Sud présentent leur dernière réalisation, donc c'est un Montebello blanc, et un vieux de 7 ans vieilli sur place. Et ensuite, il a été transféré, donc le vieux, dans un fût de vin rouge lors de son transport à bord du Galant, qui est une... comment est-ce qu'on dit? Une goélette. Une goélette. Voilà. Et donc voilà. Et il y a Foursquare 2008 vieilli, 13 ans sur place. Donc tout ça est disponible dès maintenant aussi. Famille Ricci revient avec pas mal de nouveautés, dont un 7e Symphony, qui sera un assemblage de rhum plutôt jeune de chez Biel et Foursquare. Donc on parle d'un assemblage de 1 an et 4 ans respectivement. Et ça titre 49%. Ensuite, il y aura 3 nouveaux blends de volte-face. Donc ça, c'est la gamme un peu plus haut en alcool. Tout ça est disponible maintenant aussi. Excellence Rhum va proposer en exclu 2 nouveautés au Rhum Society, donc qui aura lieu les 2 premiers week-ends de mai au bar 1802 à Paris. Donc il y aura un très vieux Jamaïcain de 27 ans et un Belize de 16 ans. All Brothers, j'ai vu passer ça tantôt, va prochainement proposer 2 nouveaux embouteillages qui sont des blends de Long Pond Hamden. Il me semble que j'ai vu 2008 et 2009. Donc ça sort bientôt aussi. Et nouveauté Caroni, mais cette fois-ci en mode livre. Donc Stéphane Meyer va sortir Caroni 100% Trinidad Rum, qui sera un petit peu la Bible sur tous les embouteillages connus de chez Caroni, avec une grosse partie historique, des interviews et pas mal d'infos sur la défunte distillerie de Trinidad. Et en fait, Takamaka va sortir ses premiers vrais rhums vieux en fin d'année, qui seront 100% issus de la distillation de chez eux. Donc ça arrive. Puis les bouquins Caroni, comme ils sont pas chers, faut en profiter. Voilà. Oui, après ça, il y a eu un long débat. Il y a quand même beaucoup de livres de ce genre de format qui coûtent un pont quand même, oui. Sur pas mal d'artistes, sur pas mal de sujets variés et divers. Le type a quand même tout financé lui-même. Après, ça n'explique pas tout, mais ça reste des très petits tirages. Tu peux trouver des livres aussi chers. Après, je dis pas que c'est bien, mais ça existe. Tomes, il me semble. Absolument. Oui, 102 tomes. Oui. Alors effectivement, c'est un budget.
Parfait, merci Roger. Alors revenons au sujet du jour, avec notre invité Willy Navarre qui est avec nous dans cette émission. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Willy, est-ce que tu peux juste très rapidement te présenter? Oui. Donc ce que j'expliquais avant l'émission, une petite tonnellerie artisanale basée à Cognac. Me présenter moi ou la tonnellerie? Puisque... toi et ton activité. D'accord. Donc oui, je dirige une petite tonnellerie artisanale basée à Cognac. Vraiment petite tonnellerie artisanale. On est 15 aujourd'hui, 15 salariés dans la société. On travaille essentiellement pour le cognac, mais depuis quelques années, on va dire que 25% de l'activité depuis 3 ans, 4 ans, 25% de l'activité est pour le rhum. On a vraiment voulu développer des nouveaux marchés sur la barrique d'occasion, parce que le neuf, on n'utilise pas beaucoup de barriques neuves aujourd'hui, sauf certains distillateurs. Mais voilà, on a relancé une activité vraiment indépendante de la tonnellerie pure de ce qu'on pouvait faire avant sur le négoce de fût. Je cherche un petit peu mes mots, j'ai pas trop l'habitude, mais voilà, c'est entièrement détendu, t'inquiète pas. Ouais, c'est très bien, mais voilà, comme je dis, j'ai vraiment pas l'habitude. C'est voilà, galère. La première question que moi j'ai envie de poser aujourd'hui, on remarque, on en a un peu parlé avant l'émission ensemble. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a pas mal de pénuries dues à la situation actuelle, tout simplement, surtout auprès des producteurs de rhum, notamment en ce qui concerne les matières sèches, les bouteilles, les bouchons, etc. Est-ce que vous, en tant que tonnellerie, vous retrouvez le même genre de problème actuellement? Aujourd'hui, à part les bois, pas forcément. Quand tu dis à part les bois, c'est-à-dire, c'est quoi le problème concrètement? Le prix déjà, et les provenances aussi, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, personne n'avait poussé un chêne, donc du début à la fin, donc voilà, on est vraiment très à cheval sur les provenances, sur chêne français, chêne européen et chêne américain. Les lots peuvent arriver des fois un peu, il y a vraiment un gros tri dessus, parce qu'il y a toujours des opportunistes pour envoyer sur un camion de 30 mètres cubes. Tu peux toujours avoir 3 ou 4 palettes pas jolies. C'est facile de le faire en ce moment parce que tout rentre. Donc on a vraiment des soucis sur la qualité des bois. Enfin, on a soucis, on n'en a pas, mais on est hyper rigoureux là-dessus, parce que on voit arriver des choses depuis un an un peu compliqué. On essaie de tout refourguer. On va dire depuis le premier confinement. Et ensuite, on n'a pas la force de frappe aujourd'hui des grosses tonnelleries, donc on va sélectionner nos lots, on les bloque à l'avance, mais ça nous est arrivé, si vous voulez, de se faire prendre entre guillemets quelques lots sur nos marchés, parce qu'aujourd'hui la demande est tellement grosse qu'une entreprise peut arriver, proposer 500 € de plus au mètre cube, et t'as plus ton lot, quoi. Après, au niveau des cercles, de la ferraille, pas de problème, à part une grosse augmentation. Non, pas de réel problème. Vraiment, les soucis qu'on a aujourd'hui, c'est provenance de barriques d'occasion, principalement la Bourbon. Également, oui. Et les consommables. Après, rappelons-le, vous, pour le coup, dans votre tonnellerie, je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les tonneries, vous travaillez notamment de la barrique d'occasion. C'est ça, on fait une activité, c'est 80% de notre activité. La réparation aujourd'hui, la tonnellerie sort, sur l'année passée, on a sorti 12 000 barriques, sur les 12 000, tout confondu, neuf, occasion, réparation. 12 000 barriques passées par la tonnellerie. Sur les 12 000 barriques, on a fait que 1000 barriques neuves, ce qui n'est pas, ce qui est vraiment habituel. Voilà. Et ces barriques d'occasion, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, derrière, c'est que de l'occasion, retapé, revendu. Voilà, tous les fûts qui passent chez nous sont retapés et repassent par l'atelier obligatoirement.
Et la barrique d'occasion, ça, vous arrivez à vous en procurer assez facilement? Et on y arrive parce qu'on avait signé des contrats, mais là aujourd'hui, on arrive à terme, au terme de nos contrats sur les fûts de Bourbon. Ça va être, je crois qu'il nous reste 6 fin d'année. Les prix ont doublé. Tu n'as pas de conteneur, t'es sur liste d'attente. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Si tu veux vraiment de la first field, c'est très dur. On arrive à en avoir, mais on peut pas. Si tu veux, sur les containers qui sont en commande, on est obligé d'appeler nos clients pour faire des pré-réservations. On leur demande juste combien il va vous en falloir. Prévoyez le truc parce que l'année prochaine, on n'est pas sûr d'en avoir du tout. Les prix ont doublé en combien de temps? 6 mois. Ah oui. Ouais. Et pour passer à combien? Là, aujourd'hui, en prix d'achat avant réparation, on est à 136 € livré. Je vous parle en euros avec transport. Alors qu'il y a 6 mois, le dernier conteneur qu'on avait reçu, ça devait être au mois de septembre-octobre. On était livré à 90 €. Non, on manque ça, 80, un peu moins de 80, je crois. Pas doublé, mais presque, quoi. Il faut pas t'écarter sur le transport. Donc ça dépend aussi, tout dépend de la cotation, des cotations qu'on a. Tu peux avoir des transports aujourd'hui, parce que les transports ont doublé aussi. Tu peux avoir des transports, mon conteneur de 40 pieds, c'est 210 fûts. T'es aux alentours des 4000, 4200 € de transport. Là, on a eu des cotations à 7005, quoi. Dis-moi, dans les 1000 fûts que tu as dit que tu faisais, quelle est la proportion des petits fûts? Je les ai pas comptés. C'est en plus. Non, je les ai pas comptés. Je les ai pas comptés. C'est pas la même structure. C'est une structure qu'on a indépendante qui fait les petits fûts. L'an dernier, on a dû faire 4000 petits fûts. Est-ce que tu peux nous expliquer juste en quoi ça consiste pour ceux qui nous écoutent? Les petits fûts? Ils savent peut-être pas cette histoire de petits fûts. Voilà, c'est ça. On a lancé il y a 3 ans et demi. Les petits fûts, donc au départ on a lancé ça pour s'amuser, c'était une demande du Phuket qui voulait des petits fûts pour servir leur cocktail à base de cognac et de rhum. C'est un client cognacé qui nous a demandé ça. On en a fait 12 et on s'est rendu compte que en communiquant un petit peu, il y avait une grosse demande sur les petits fûts et sur le vieillissement maison. Sur je pense que le confinement a vraiment aidé aussi. Derrière, les gens se sont ennuyés, fallait faire moi, je compare toujours à, voilà, t'es chez toi, tu fais ton petit jardin, tu veux produire tes légumes, tu veux avoir tes poules pour avoir des œufs, et derrière, éventuellement, pas produire ton alcool, mais faire ton vieillissement maison. Donc là, ouais, l'activité derrière a été, et encore, on est obligé de freiner un peu parce que là, justement, vu que c'est du bois vrai, c'est du bois qui est on fait vraiment usiner notre bois pour les petits fûts. Et aujourd'hui, les mérandiers préfèrent travailler sur du bois à 1 mètre que sur du bois de 20 cm. Donc là, on a des volumes qui augmentent et on est obligé de freiner la production sur les petits fûts. Et surtout, c'est du bois qui est vieilli pendant 2 ans et on n'en a plus. On en a plus, donc parce qu'on en fait toujours plus, et on tape dans nos stocks de bois de séché 24 mois, et en augmentant la production, on n'arrive plus à avoir de bois. Là, par contre, sur les petits fûts, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, simple curiosité, cette histoire de petits fûts, j'imagine que tu as dû avoir des retours de la part de certains consommateurs privés qui ont fait venir des trucs à la maison. Est-ce qu'il y a eu des trucs sympas? Je sais pas. Est-ce que sympa. J'ai eu la chance de pouvoir croiser beaucoup de clients particuliers sur l'Empest. Qui ont fait par leur expérience, du coup, ouais. Exactement. Je passais dans les allées en me disant, oui, excuse-moi, est-ce que tu peux goûter mon échantillon avec ça sur le petit échantillon de la poche? Et j'en ai goûté beaucoup. J'en ai goûté beaucoup. J'ai goûté j'en ai goûté vraiment beaucoup. J'ai fait rapidement. Et il y avait des trucs bien ratés ou ça allait? Il y avait des trucs bien ratés, bien boisés, des trucs ou ça allait? un peu moins réussi. Un peu rock'n'roll. C'est comme ça qu'on a fait. Mais en me disant, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Donc après, on en parle, on traite là-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais.
j'ai quelqu'un à la maison qui veut plus voir les petits fûts dans la maison, mais j'ai fait beaucoup d'essais dessus. Et donc voilà, on est là aussi pour guider les gens en tant que passionnés par rapport à ces essais. Vraiment expliquer comment travailler le petit fût, leur dire voilà, c'est pas parce que t'as mis du bois, enfin le petit fût obligatoirement il apporte du bois, essaye de le retravailler en passant d'autres alcools que du rhum au départ pour évacuer ses talents, rince-le bien et puis on en discute beaucoup. Et une petite question. On a aussi beaucoup de clients qui nous envoient des échantillons par fierté de leur vieillissement. Je parle du bar de l'ours récemment qui m'a envoyé une petite bouteille. Cool. M'a envoyé une petite bouteille qui a fait quelque chose de très sympathique. Et mais ouais, j'ai beaucoup d'échantillons. J'en ai encore plein à goûter aussi. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est difficile de se louper. Hein. Bon, faut pas le laisser trop longtemps. C'est le seul conseil que je peux donner. Et d'ailleurs, une petite question. Quand tu parles de petits fûts, c'est quelle contenance? On fait, on avait commencé à 1 litre parce qu'on avait beaucoup de demandes, mais 1 litre c'est très, enfin, on peut plus les faire parce qu'on n'a pas les bois. Donc on fait 3, 5 et 10 litres. Moi j'avais une petite question. On parle des particuliers. Ça me fait penser à ce que tu disais par rapport à la demande du Fouquet's. Est-ce que tu as des demandes également de bars de mixologie qui font des cocktails et qui souhaitent justement faire des cocktails vieillis, puisque il y a pas mal de... Moi, c'est un truc que je connais depuis quelques années. Je me souviens du Mabel à Paris qui proposait 3 cocktails vieillis et un truc que j'ai trouvé vraiment génial. Je me demandais, voilà, est-ce que tu as des bars de mixologie en France ou ailleurs? Oui, beaucoup. C'est pas moi qui m'occupe de la partie vente. Mais bon, je vois passer les commandes. On a beaucoup de bars on travaille avec à Toulouse l'heure du singe aussi. Bah, génial. Alors là, t'as dit le mot magique pour me faire plaisir. Et beaucoup aussi, beaucoup de restos gastro qui nous demandent de leur fournir les petits fûts pour servir le rhum à la pipette. Directement sur les tables pour faire beaucoup plus classe. Bon, un cognac aussi, pas mal de restos. Mais et ouais, on a beaucoup de barman aujourd'hui qui spécialisés et qui veulent vraiment, ces gens-là veulent vraiment travailler sur ces petits fûts. Pas beaucoup, mais enfin pas beaucoup de petits fûts, mais toujours 1 ou 2 derrière le bar. C'est ça. C'est pour avoir vraiment. Les gastros, j'ai pas bien bien ils veulent mettre plus pour le les service. spiritueux qu'ils servent. Les spiritueux à la carte sont présentés dans des petits fûts. C'est ça. On a l'Entrami à Paris, je sais plus, j'ai plus les noms exacts, mais enfin j'ai plus les noms, j'ai pas les noms. Mais c'est Caroline de ça. Donc ils conservent en petit fût pour le service. Oui. Ça risque de changer le goût du. Ah bah clairement. Ouais. Non, là on a fait un système avec. On a mis un système en place de verre à l'intérieur du fût. Ah ouais, d'accord. Ok. Ce que j'allais dire, il y a une poche en plastique avec le rhum vieux qui est dans le fût, quoi. Service, si tu veux. C'est plus visuel que purement. Simplement, prendre le fût et la petite pipette. Et servir au verre comme ça avec le nom de la marque du produit qui est dessus avec l'accord bien sûr du producteur. Alors pour revenir sur le sujet en question, comme tu le sais aujourd'hui l'environnement c'est quelque chose de très important et je pense que dans votre métier aussi vous essayez du moins d'y faire de plus en plus attention, notamment parce que vous travaillez avec un élément 100% naturel, le bois, on est bien d'accord. Aujourd'hui, dans ta tonnellerie, c'est quoi les actions concrètes que vous mettez en place ou qu'est-ce que vous faites qui va dans un sens de protection de l'environnement, justement? On recycle 100% des fûts, on va dire, HS. Tout ce qui est hors service repasse en bois de chauffe. Donc on chauffe encore comme autrefois avec des bras zéro, sans copeaux, sans électricité, sans rien. Donc on allume. Donc tous ces fûts aujourd'hui tous les fûts neufs sont chauffés, les fûts neufs et reconditionnés. Je vous parlerai du fût reconditionné derrière, mais tous les fûts neufs sont chauffés avec ces anciennes barriques, qui apportent aussi un goût supplémentaire et le fait qu'il y a encore de l'alcool sur des spiritueux. Dans le bois,
nous apporte, ça chauffe encore plus vite, si tu veux, qu'un bois neuf. Tout ce qui est chute de bois neuf est revendu ou traité chez nous pour les petits fûts. Bien sûr, pour les fonds, pour les douelles. Ensuite, on a une partie qui est recyclée et qui passe en copeaux. En copeaux on a de tout. On a des copeaux pour des palissages. On a du copeau sur le bois neuf. Copeaux en alternatif. Copeaux d'alternatif. Pour les spiritueux aussi. Et tout notre copeau, par contre, lui, est mis il repart sur une structure et donné à une structure qui s'appelle Vinea. Si vous voulez, ils récupèrent ça, ils ont créé une énergie et ils le donnent aux écoles. Ils ont équipé quelques écoles avec des choses. J'ai pas le truc vraiment en tête, mais je sais que ça part là-bas. Nous, avant, on faisait reprendre, ça nous coûtait assez cher. De faire reprendre notre propre copeau parce qu'on n'en avait pas l'utilité. Quand je te parle de copeau, c'est vraiment du copeau que tu peux pas réutiliser en tonnellerie ou c'est vraiment pour nous déchet. On le donne à cette structure qui le réintègre dans des chaudières à énergie. Ça, je sais que ça chauffe les yeux. On va communiquer dessus dans peu de temps. C'est Paul, notre commercial, qui s'occupe de ça, qui les a fait venir. Donc voilà, à notre échelle, vraiment sur la partie production, on fait ça. On essaye d'optimiser au maximum, de réparer aussi, parce qu'aujourd'hui, on fait, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de réparations. C'est un gros de l'activité. Aujourd'hui, la barrique, elle peut être réparée plusieurs fois. Et on a développé mon père a développé un système de reconditionnement de fûts il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, c'était un petit peu freiné par le fait de raboter un fût à l'intérieur, pourquoi le réchauffer. Il n'y avait pas aussi le problème aujourd'hui, le problème d'approvisionnement sur certains fûts. Et c'est surtout les volumes augmentent, quoi. Les volumes de fûts augmentent. Donc on a développé ce système de reconditionnement de fûts. On récupère des fûts qui n'ont plus d'apport tannique. On enlève les deux fonds. On rabote l'intérieur, donc on a une machine. Mon père a monté une machine qui rabote dans le sens du fil du bois, ce qui est important. Comme ça, on évite d'arracher le bois quand la machine tourne dans l'autre sens. Parce qu'il y avait déjà quelques machines qui existaient sur le marché et qui tournaient dans l'autre sens. Donc il a développé ça. Derrière, on enlève l'épaisseur de bois qu'on veut. En moyenne, on travaille sur 3 à 4 mm et on rechauffe sur bras zéro. Comme un fût neuf, exactement comme un fût neuf. Et on remet les fonds dedans, c'est reponcé, ça repart. Et ça, il y en avait aussi c'est des fûts qu'on met en avant. Il y en avait sur le Ramfest d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est un gros de l'activité sur l'entreprise. Ça nous permet de recycler la barrique de vin aussi, non soufrée, bien sûr. Donc les volumes de barriques, on va dire que toutes ces barriques de vin qui font 3 vins peuvent repartir sur des marchés sur les spiritueux. Nous, on les envoie que sur les spiritueux. On travaille très peu avec le vin. Et je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais l'an dernier, on a expédié énormément de fûts reconditionnés. Chaînes français, chaînes américains, chaînes européens. On a vraiment à cœur. Enfin, pour nous, on est dans une génération. Quand on voit aujourd'hui le nombre de chaînes abattues en France et le nombre de fûts sortis, j'ai les chiffres sous les yeux, mais on est à 700 000 barriques fabriquées, 700 000 barriques neuves fabriquées chaque année en France, qui représentent 87 000 mètres cubes de bois. J'ai pas le nombre, on peut pas calculer le nombre d'arbres que ça fait, mais ça commence à faire un peu de bruit. Mais alors voilà. Justement, par rapport à ça m'amène à une autre question qui va peut-être paraître un peu plus philosophique, parce qu'on va rentrer dans de l'hypothétique. Peut-être que mes acolytes me contrediront sur ce sujet-là, mais est-ce que quelque part le métier de la tonnellerie aujourd'hui n'est
pas, à l'heure actuelle, anti-écologique, dans le sens où justement on coupe du bois pour faire des fûts, alors que à la base, je veux dire vraiment, l'essence même de la tonnellerie, à la base, était surtout de créer de la futaille pour le transport, et non pas pour le vieillissement. C'est plus tard qu'on a découvert que, bah tiens, ça donne des arômes, etc. Donc on va faire du vieillissement, et les fûts, finalement, ne bougent plus. Ils restent sur place et on y fait vieillir des choses. Aujourd'hui, la demande est tellement grande, mais à côté de ça, on a quand même développé d'autres contenants qui, eux, ne donnent pour le coup peut-être pas d'arôme, que ce soit de l'inox ou peu importe. Et du coup, maintenant, on ne fait vraiment plus que de la futaille pour de l'arôme, ou presque plus pour le transport. Vu tout ce que ça consomme en bois, tout le bois qui est coupé chaque année, etc., est-ce que finalement, le métier en lui-même, voilà, je me pose la question, n'est pas anti-écologique dans ce sens-là? Je pense que si. Donc vraiment, aujourd'hui, les tonnelleries qui produisent 300 fûts neufs par jour, et qui n'ont pas d'atelier de réparation, je suis pas là pour critiquer, hein, loin de là, mais on est en pleine discussion, voilà. Je comprends pas que aujourd'hui on répare énormément de fûts d'autotonnellerie, hein. Je comprends elles ne réparent pas forcément leur propre fût. Ah, qui réparent pas du tout. Non, pas du tout. Non, d'accord, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, on produit du neuf, on fait du neuf, parce qu'aujourd'hui on sait faire du neuf. Mais pour faire de la réparation, faut avoir le personnel qualifié. Et donc nous aujourd'hui, on est prétentieux, mais on est allé chercher des jeunes motivés, on les a reformés comme j'ai appris à travailler, comme mon père a appris à travailler, comme mon grand-père a appris à travailler, parce qu'il est encore, il est pas dans la société, mais il passe encore tous les jours pour voir un peu. Et c'est des méthodes qui n'ont pas changé, les méthodes de réparation, elles ne changeront pas. Donc là, tu pourras pas remplacer l'homme par une machine pour réparer. Donc je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment les grosses structures, la réparation. Parce que faut mettre les mains dedans. Voilà, c'est compliqué financièrement. Je pense que c'est pas intéressant pour eux non plus. Et tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous, enfin tant mieux pour nous. Oui, si, tant mieux pour nous. Christine, tu avais une question? Oui, non, une remarque. Je dis que chez les grosses structures, bien souvent, ou dans les grosses distilleries, ils ont des ateliers dédiés uniquement à 100% à la réparation. Hein. Sur les grosses distilleries. Bien sûr. Oui. Ils ont des ateliers, des tonnelleries intégrées complètement dédiées à la réparation. C'est pour ça qu'ils ne repassent pas. Et certaines grosses tonnelleries ont des filiales qui sont dédiées à la réparation, exactement. Speyside Cooperage, par exemple, en Écosse, c'est 100% de... Non, après je parlais de tonnelleries françaises, enfin tonnelleries sur le secteur. Voilà. Mais le fût, c'est quand même un business mondial. Oui, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, tu estimes que un fût reconditionné peut donner le même résultat qu'un fût neuf en termes de vieillissement? Ça sera différent. On a pu, justement, j'ai pu déguster ce qui sortait des fûts reconditionnés qui sont en place chez La Favorite. En croisant Franck sur le salon, il m'a ramené les échantillons. Il y a une cuvée qui va sortir sur justement ces fûts reconditionnés. Au dire de Franck, c'est meilleur qu'un fût neuf. C'est pour ça aussi que je l'ai appelé. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. On arrive à enlever, pour moi, un fût qui est passé sur une deuxième. Bon, j'en ai dégusté ce matin, mais pas sur des rhums. On n'a pas l'amertume qu'on peut avoir un petit peu sur le bois neuf, tout ce côté astringent. N'est pas là parce que la barrique a déjà été rincée, entre guillemets rincée. C'est différent. De là à dire que c'est meilleur qu'un fût neuf, je vais pas vous dire ça, pas du tout. Mais c'est différent. C'est un apport différent. Est-ce qu'en termes de capacité, c'est toujours aussi efficace qu'un fût neuf? Oui. En apport, je veux dire. Est-ce qu'un fût reconditionné peut encore donner autant d'arômes et de tanins qu'un fût neuf? On fera moins de passages dessus. Bon, après. Oui, forcément, oui. On fera moins de passages, ça c'est clair. Mais en apport, on peut dire aujourd'hui qu'on apporte autant qu'un fût neuf.
Ça fait plusieurs fois, Willy, tu parles des groupes, peut-être des tonneries un peu plus grandes. Tu disais parfois il peut y avoir un autre acteur qui va te shipper entre guillemets un lot de bois. C'est quoi un petit peu le paysage de la tonnellerie? Alors au moins en France, Christine disait que c'est international bien sûr, mais en France ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a vraiment 2-3 gros qui trustent, je sais pas, 90% du marché et puis il y a les petits comme toi, ou comment ça se passe? Les petits comme nous, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a des groupes. Il y a des gros groupes. Les groupes, je vais pas dire de nom, mais c'est les mérandiers qui ont racheté les tonnelleries. Donc, maintenant, je parle pas partout. Hein. Il y a le plus gros groupe français. Il doit y avoir 15 tonnelleries dans le groupe. C'est à la tête de cette tonnellerie, c'est un mérandier. Donc si demain il veut couper les provenances, s'il veut fournir que ces sociétés et pas nous fournir, on n'aura pas de bois. Ouais. C'est assez délicat en fait, comme c'est assez concentré en tout cas, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Et après, les petites structures comme nous, aujourd'hui, je te parle sur le secteur. Après, je connais pas trop, mais ne font pas énormément de neuf non plus. Donc c'est vraiment minime par rapport à ce que peut produire des sociétés aujourd'hui comme Sogamoro, Taranso autour de nous. Hein. Sogamoro, Taranso, on travaille avec eux on travaille avec eux sur les bois. Hein. Obligatoirement, on s'entend très bien. Quintessence aussi peut-être. Comment? Quintessence. Non, alors on se connaît pas. J'espère qu'on devrait se rencontrer à Bordeaux. Mais non, voilà. Aujourd'hui, principalement, on travaille sur nos bois avec un fournisseur qui s'appelle Josselet à Chasseneuil-du-Poitou, qui est pas loin de chez nous, Mera International, et Mera International, Taranso et Sogamoro. Taranso pas beaucoup, mais Sogamoro nous fournit en bois sur l'échelle américaine. Ce qui est assez marrant quand même, c'est que en visitant beaucoup de distilleries, pour se recentrer un peu autour du rhum, je trouve dans les fûts neufs ou reconditionnés, hein, en tout cas, on voit souvent les mêmes tonnelleries, et je trouve ça assez cool, parce que du coup ça a pas l'air effectivement d'être des énormes structures. De parler de Sogamoro, effectivement, qu'on voit assez souvent. Moi j'ai vu aussi souvent les tiens de fût, donc ça m'a fait à chaque fois plaisir, parce que je me suis dit bah tiens, c'est cool, ça veut dire qu'il est bien implanté un peu partout, et du coup j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a quand même cette volonté de vouloir travailler avec des tonnelleries justement accessibles, avec lesquelles on peut alors est-ce que c'est sur l'échange, ou est-ce que c'est sur le côté expérimental que du coup vous vous démarquez, entre autres, mais en tout cas force est de constater que vous êtes vraiment bien implanté, quoi. On va s'adapter à la demande du client. Si tu veux, je vais, si le maître de chez demain j'ai rencontré la dernière fois en Martinique le maître de chez de chez Clément, de chez Clément et d'autres maîtres de chez, mais maître de chez Clément, et voilà, on va vraiment discuter des chauffes. Alors je réalise 100% des chauffes de la tonnerie. On veut garder ça pour déjà la régularité. J'ai quelqu'un qui sait chauffer. Je dis pas que les autres ne savent pas chauffer, tout le monde sait chauffer, mais c'est le petit coup de, on va dire le plus sort comme ça. On sort très bien en dégustation comme ça, et on ne veut pas changer. Donc on va être vraiment à l'écoute du client, et sur déjà ce qu'il veut. On n'a pas de chauffe bien. On a nos chauffes bien carrées, précises et standards. Mais demain on peut. Si un client vient nous voir et nous dit, enfin là je suis justement en discussion avec un client ici qui veut une chauffe bien spécifique pour un fût, pour un nouveau produit, on va vraiment, je vais l'écouter et on va faire des essais ensemble là-dessus, et c'est ce qui s'est passé avec Franck. Là on est en essai avec Clément. Oui. Peut-être que ce serait bien que tu expliques en quoi c'est important la chauffe d'un fût, et en quoi c'est une opération délicate, et pour compléter la question de Christine, est-ce que vous faites appel à l'électronique, à des sondes pour mesurer ou analyser la chauffe?
On a les sondes, pas comme certaines. On n'a pas les sondes à courbe. On a juste un laser pour les mises de température et les taux d'humidité. Je m'en sers pas. Je m'en sers que pour la formation. On travaille au nez, au toucher, et si je travaille sur mes taux d'humidité au départ, et après on va travailler au nez, au toucher. Pas de temps, on veut pas de pendule, je veux pas d'horloge à la chauffe, et on y va vraiment au feeling, comme on nous a appris, parce que après on chauffe quelques fûts dans la semaine, mais on va travailler comme ça. La chauffe aujourd'hui est vraiment là pour développer le profil aromatique des rhums et du bois, pour développer. Non, pardon, du bois pour les rhums. On peut s'amuser aujourd'hui à faire. Il y a plein de choses à faire sur les chauffes. On peut travailler sur les différents bois au départ. On va jouer sur les intensités de flamme aussi pour les apports tanniques, pour les profondeurs de chauffe. Qui développeront les différents profils aromatiques des alcools derrière, quoi. Des spiritueux, et des vins aussi, mais je vous dis le vin on travaille très peu pour la barricade de vin. Sinon, j'avais une petite question. Qu'on parle de pénurie de bois. J'imagine que la plupart de tes commandes, quasi toutes, c'est du chêne. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'un petit peu explorer d'autres choses? Forcément pas quand c'est réglementé comme dans l'AOC ou d'autres choses, on te dit c'est du chêne pur, mais on sait qu'il y a eu des essais de châtaigniers, merisiers ou d'autres chez d'autres distilleries de rhum. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un intérêt à ce que certaines AOC évoluent vers un peu plus d'ouverture, ou je n'y connais pas grand-chose, donc ça se trouve c'est une question, mais ou autre chose, on va rencontrer des soucis. Tous les tonneliers cherchent du chêne, j'imagine. Après, on travaille un petit peu la cassia. On a travaillé l'Amburana il y a très peu de temps, justement sur la cuvée cette symphonie de Famirici. L'Amburana, la Cajou. C'est vous. Voilà. Du coup, ça peut limiter le problème de pénurie aussi. C'est pas les volumes demandés. On peut faire. On a sorti un fût. On a fait un fût sur mesure pour un client, pour la distillerie de l'Île-de-France, en 3 bois, chêne français, chêne américain, acacia. On est en phase d'essai aussi avec eux. Oui, ça reste très marginal. On va sortir. Ici, c'est plus se dire, tiens, est-ce que certaines AOC ne pourraient pas évoluer ou s'ouvrir un petit peu plus à différents types de bois pour justement éviter tout. Justement, je pense que la demande doit venir de là, en fait, doit venir de la part des AOC et des producteurs qui, eux, doivent d'abord formuler une demande afin que les tonneliers, après, puissent l'exécuter. C'est-à-dire qu'eux, après, ils sont aussi que là pour répondre à une certaine demande. Je suis pas sûr que la demande, c'est le chêne en général. Ouais. Je pense que c'est vraiment le bois aujourd'hui. On est en train de vraiment taper dans les forêts françaises. C'est aujourd'hui un chêne utilisé en tonnellerie, c'est 180 à 250 ans de pousses. Donc même si on replante derrière, ça va être compliqué. Est-ce qu'on risque une pénurie, bien entendu? Est-ce que vous explorez justement en matière de chêne des provenances étrangères? On a essayé, on travaille un petit peu avec le Caucase, chêne du Caucase, c'est des grains très fins qui libèrent les arômes, plus lentement, qui apportent vraiment de la finesse sur les skis. Mais chêne des pays de l'Est, on travaille un petit peu aussi à la demande, mais ça fait pas envie. Tout simplement, on dit non, chêne des pays de l'Est. Alors on en fait quand on nous en demande, tout simplement. L'acacia, on travaille un tout petit peu l'acacia, c'est 10 fûts à l'année. Le châtaignier, un petit peu. Chêne américain, on va dire que c'est le deuxième chêne qu'on utilise après le chêne français. Ouais, celui-ci mis à part, bien sûr. Tu parlais on a parlé de chauffe, on parle de différents types de chênes, grains fins ou pas, différentes essences de bois. Est-ce que tu as identifié, est-ce qu'il y a le nombre de paramètres sur lesquels tu peux jouer? On a vu là, il y a. Justement, je suis en train d'écrire un petit truc là-dessus. Pour moi, dans mes notes de chauffe et de voir jusqu'où on peut pousser en travaillant
la chauffe, les bois, les différentes provenances. Il y a pas de règle. Tu peux travailler sur une chauffe forte, sur du gros grain, donc qui va libérer énormément de tanins vite, rapidement. Donc on a essayé. Enfin, c'est les bases, si tu veux, gros grain, chauffe forte. Nous, dans le secteur, enfin les bases et grains fins, chauffe moyenne. Donc pourquoi pas de lancer derrière des grains fins, chauffe moyenne avec des fonds en chêne américain. Du coup, on est en train d'essayer non, on n'a pas de. J'essaye de me faire énormément de notes, tu vois, vraiment pour voir jusqu'où on peut aller. J'ai commencé il y a 1 an à explorer ça, et il y en a pour longtemps, je pense. Ouais, j'imagine, parce que voilà, l'essence, d'où vient le chêne si c'est du chêne? On a vu la Longto qui va lancer sa collection des forêts. Voilà, c'est ça. Donc selon de quelle forêt, de quelle région de France provient le chêne, les grains sont plus ou moins ouverts, etc. Il m'avait expliqué un petit peu. Si le fût a contenu un autre alcool avant, évidemment, s'il est reconditionné, partiellement réchauffé ou pas, ou etc. Enfin, j'imagine que l'éventail est quand même hyper large. Tu peux même aller jusqu'au toastage des fonds, pardon. Là, on s'est rendu compte qu'en faisant des fûts entre guillemets bois mixte, enfin des fûts bois mixte avec une pièce chêne américain, une pièce chêne français, une pièce acacia, une douelle chêne américain, une douelle acacia. Tu pouvais ça, et un fond non, c'était douelle, on a fait douelle chêne français, douelle acacia et fond chêne américain, il me semble. Tu te rends compte qu'en fait, en chauffant la barrique, que l'acacia chauffe beaucoup plus vite que le chêne. Et donc tu te retrouves avec des barriques avec 2 chauffes différentes. Une douelle sur 2 chauffée différemment, donc parce que l'acacia a vraiment bousiné plus vite que le chêne, et on a poussé plus loin, on a fait une chauffe moyenne sur le chêne français, une chauffe moyenne plus sur l'acacia, et on nous avait demandé des fonds en chauffe forte sur les fonds. Des fonds en chauffe forte, pardon. Ouais. Mais Laurent, toi tu parlais de remonter à la forêt, mais tu sais qu'il y a des distilleries qui sont remontées à l'arbre. Ouais, je sais, dans le whisky. Buffalo Trace avait fait ça dans le Bourbon, avec des fûts taillés dans la partie basse du chêne et des fûts taillés dans la partie haute du même chêne. Et il y avait des différences notables. On en avait parlé pas mal avec Benoît quand on était parti en Martinique l'année dernière, justement de cette histoire de niveau par rapport à l'arbre, et il y a aussi le temps de repos, temps de séchage, le séchage aussi qui rentre en compte, effectivement, pour répondre, pas répondre, mais en tout cas pour donner 2-3 infos sur ce que tu disais, Laurent. Effectivement, le nombre de variables est dingue, et pour avoir fait aussi la masterclass Longto, ils ont, eux, l'honnêteté de dire qu'ils connaissent pas toutes les variables, et que effectivement il faut raison garder pour pas non plus dire que tout est maîtrisable, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Je pense que oui, chaque arbre est différent. C'est-à-dire que d'un côté, avec leur parcellaire, ils t'ont exposé les terroirs de la canne. Maintenant, avec ça, ils vont t'exposer les terroirs du chêne, qui servira à vieillir les différents terroirs de la canne. Tu vas bientôt avoir du cœur de chêne. Voilà, du cœur de chêne pour faire bien. Tu es embauché en marketing chez Longto. Allez hop, tu commences demain. Du coup, juste pour finir là-dessus, on en est vraiment qu'au début de l'exploration de ces possibilités. Enfin, ça fait pourtant très très longtemps qu'on fait quand même des fûts, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, quoi? Sûrement. T'as des gros départements de R&D sur le bois. Oui, mais ça veut pas dire qu'on a tout découvert pour autant, tu vois. Ça veut pas dire effectivement qu'on a tout analysé, tout découvert, loin de là, je pense. Je pense qu'on sera en rupture de bois avant d'avoir tout découvert. Malheureusement. Ouais. D'ailleurs, selon toi, Willy, est-ce qu'on est à peut-être pas demain, mais est-ce qu'on est au début d'une éventuelle rupture, selon toi, en France? Je peux pas te répondre. Je vais pas dire de bêtises. En voyant l'état du marché, peut-être justement avec les prix qui explosent, etc. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un mètre cube de bois sec, 24 mois de séchage, t'es aux alentours de 4 500 € le mètre cube. Dans un mètre cube, tu fais 8 fûts de 350 litres, 8 fûts et demi, 350 litres, 350-400 litres. À produire
Je sais pas combien de fûts sortent par jour en France, mais bon, à produire 700 000 barriques neuves par an, c'est énorme. Il va y avoir un problème. Voilà. Quand, je pourrais pas te dire. Je sais pas. Je bosse pas avec l'ONF. On travaille. Non, bien sûr. Et je sais pas où en sont aujourd'hui les forêts françaises, mais je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter. Du coup, le reconditionnement serait une façon peut-être enfin, je pense pas l'empêcher, mais de retarder ça peut-être. En tout cas, ça deviendra la solution le jour où il y aura une pénurie, de toute façon. Hein. Mais ça. On n'aura pas le choix. Depuis, comme je te disais, les clients étaient un peu frileux au départ sur le fait de faire reconditionner des fûts. On va dire que depuis 3 ans, la machine tourne, la machine à reconditionner les fûts tourne tous les jours. C'est bon signe. On sait. Je sais pas. Bon, après, on l'a développé aussi. On a fait les choses pour qu'elle tourne. Mais on a communiqué, on a fait plein de choses. Mais est-ce que c'est une prise de conscience des clients? Je pense. C'est économique aussi, j'imagine. Ça coûte moins cher. Sur un fût aujourd'hui qui vaut 3 fois moins cher qu'un fût neuf. Donc, c'est ça. Et si ça peut donner des résultats aussi intéressants que ce que Franck semble dire, effectivement, ça peut être la solution de l'avenir aussi pour une tonnellerie comme vous de se remettre à fond dans le refurbishment. On a les essais en cours avec Clément. On a des essais en cours aussi sur les fûts reconditionnés avec Clément. On est impatient vraiment de voir. Bon, nous, on sait ce que ça donne. C'est des fûts avec lesquels on travaille déjà beaucoup sur le cognac. Là, dans le rhum, c'est nouveau. Mais voilà, les premiers résultats, on va dire, tombent. Les premiers résultats des distilleries tombent aujourd'hui avec la Favorite, mais on travaille là-dessus sur des produits comme ça, reconditionnés avec Famille Ricci. J'ai pas d'autres. Avec 12 aussi. Ah ouais, cool. On a. J'ai pas les clients en tête, moi je suis à la prod, mais voilà, on en voit ça fait longtemps qu'on travaille dessus sur le mezcal. Dans le mezcal, l'Écosse cette année depuis le mois de janvier, c'est quasiment 900 fûts reconditionnés. 900 fûts reconditionnés, c'est important pour une structure comme nous. Et l'Écosse l'an dernier, c'était 150 fûts sur l'année complète. Là, depuis le mois de janvier, on doit être à 960, quelque chose comme ça. Donc après, peut-être que de manière générale aussi, comme tout va de plus en plus vite et que les demandes sont également croissantes au niveau des consommateurs de spiritueux, on le remarque d'ailleurs, on a les pénuries dans les distilleries aussi, notamment même en termes pour le rhum de rhum vieux par exemple. Les distilleries font vieillir de moins en moins longtemps, elles sont obligées d'adapter leurs recettes en revoyant certains âges à la baisse sur certains produits. D'ailleurs, on le voit, le nombre d'élevés sous bois premium, entre guillemets, et de rhum blanc premium qui sont sortis ces dernières années. Alors de 1, parce que c'est devenu une tendance, mais de 2 aussi, parce que le rhum vieux arrive à manquer dans certaines distilleries. Ouais, peut-être qu'on se dit que du coup, des fûts reconditionnés peuvent faire largement l'affaire et que pour ce type de produit-là, des produits plutôt plus jeunes, on n'a peut-être pas la nécessité d'avoir des fûts neufs en fait. Surtout avec. Tu crois pas quand même, Benoît, qu'il y a de plus en plus de rhums qui vieillissent l'un dans l'autre? Peut-être qu'il y a beaucoup de SB, mais comparé à il y a 10 ans où la consommation de rhum vieux était bien moindre, moi je pense qu'il y a beaucoup les distilleries augmentent leur chai d'ailleurs. Les distilleries augmentent leur chai, mais parce qu'ils sont en manque de rhum vieux actuellement. C'est ça, ils veulent rattraper la demande. Donc il faut attendre, c'est ça. Ouais, voilà. Et ça va prendre un certain temps. Il faut quasi 12 ans, quoi. Non, mais ça va encore trouver la machine à accélérer le temps. Non. Voilà. Tant mieux d'ailleurs. Bah, peut-être qu'à un moment donné. Imagine que d'autres types de vieillissement pourraient devenir légaux, comme aux US. Hein. Peut-être tu peux imaginer que les sticks ou les copeaux deviendront une pratique plus courante. Admise. Alors c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis dans les whiskies par exemple, ou des vieillissements en jarre ou je ne sais quoi. Enfin, tu peux. Mais d'ailleurs, je dis une bêtise ou il n'y a pas qu'aux États-Unis. Enfin, tout n'est pas très clair, mais il y a un certain nombre d'endroits où on requiert ce genre de pratique, oui, bien sûr. Non, parce que les méthodes traditionnelles, tout ça. Là.
Non, mais tout est autorisé partout, mais je parle dans les appellations. Tu vois, si tu fais du bourbon, tu peux pas mettre du stick ou du copeaux. Si tu veux faire aujourd'hui du whisky en Europe, tu peux pas mettre de stick ou de copeaux non plus. Non, mais le boisé aussi, par exemple, tu vois. Enfin, c'est différent, mais Ouais. Alors, j'ai une dernière question pour Willy avant de passer le micro à notre cher Olivier pour sa licorne, parce qu'on va tout doucement toucher à la fin de cette émission. Willy, aujourd'hui, tes clients se situent essentiellement où? Et j'imagine que c'est pas que du rhum pour le coup. Genre, non, voilà, on est basé à Cognac, donc la clientèle est quand même basée à Cognac. Après, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a des clients au Mexique, on travaille avec le Mexique et on exporte aujourd'hui sur beaucoup de pays. Alors, c'est pas des gros volumes, mais on a l'équivalent de 2 conteneurs de 40 pieds qui partent à l'étranger tous les mois. Des fois, c'est plus. Mais donc on expédie, on travaille avec le Vietnam, on travaille avec Tahiti. Récemment, on a expédié, on a reçu les rhums des producteurs de rhum tahitiens, les Caraïbes, les États-Unis, la Chine. On travaille sur l'Europe aussi, beaucoup la France, mais principalement notre clientèle reste Cognac. Je veux pas travailler que sur le cognac parce que beaucoup de distilleries cognacaises aujourd'hui se lancent sur le whisky. Mais vraiment beaucoup. Donc ça prend vraiment de l'ampleur. Mais on expédie un petit peu partout. Donc l'activité est basée quand même essentiellement à Cognac. Super, merci beaucoup. Alors comme je disais, cette émission touche tout doucement à sa fin, donc on va donner le micro à notre cher Olivier qui va nous présenter sa licorne du jour. Olivier, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais parler d'une bouteille qui, comme certains vieux fûts, parce que tu sais que j'aime bien essayer de toujours trouver un petit rapport entre guillemets entre le sujet de la licorne et le thème du jour. Cette bouteille, en tout cas celle que j'ai à la maison aujourd'hui, a beaucoup voyagé, comme certains fûts ont aussi pas mal voyagé, ont contenu différents alcools. Bref, voilà. C'est un petit peu tiré par les cheveux comme comparaison, mais en tout cas voilà l'idée de cette bouteille. Il s'agit donc d'un des premiers emboutteillages de Vellier à l'époque où ils achetaient entre guillemets plutôt à des brokers que directement en distillerie. Là, on est sur une bouteille appelée Roclay 1986, embouteillée donc à 46%. C'est une bouteille donc qui vient de chez Word, donc à la Barbade. C'est quand Vellier faisait pas encore du Foursquare, ça. Exactement, tout à fait, exactement. Et c'est une série. Alors il y a pas mal d'autres bouteilles. Je sais que il me semble que Laurent en a une autre version qui s'appelle Barbados 86. Enfin voilà, je sais qu'il y en a 2 de 86 qui viennent de la Barbade de chez Vellier de ces années-là. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous raconter un peu l'histoire de cette bouteille. Là, c'est une bouteille que, en fait, j'ai découvert pour la première fois lorsque j'étais en vacances et en tournée de concert au Vietnam. Je rencontrais un de mes amis français que je connaissais de Normandie qui s'est installé là-bas il y a un petit moment, qui s'appelle LP. Et en fait, sa belle famille est japonaise, sa femme est japonaise, et donc il me montre des photos, et puis il me dit « Ah bah tiens, toi qui aimes bien le rhum, ça va te faire marrer, il y a une sorte d'épicerie fine caviste au fin fond de Sapporo, qui est une île donc du Japon, où vivent ses beaux-parents, et putain, quand même, ils avaient du rhum agricole, et puis 2-3 trucs. Donc je regarde la photo, je zoome, je vois vraiment des trucs pas mal. Nesson, PMG de Vellier et Capovilla. Et puis je vois cette espèce de bouteille, ce qu'on appelle la série bleue, avec des photos des peintures de Gauguin. Et là, je la reconnais instantanément. Et je lui dis, mais c'est dingue, ça, c'est une bouteille quand même vachement rare. Qu'est-ce qu'elle fout au fin fond de Sapporo? Et il me dit, bah écoute, j'y retourne dans pas longtemps, si tu veux, je te la prends et puis je te l'envoie. L'histoire aurait pu être
très simple et la licorne aurait pu durer à peu près 3 minutes au lieu de 37 minutes comme elle va durer. Donc j'attends des nouvelles et puis un jour mon ami LP m'écrit en me disant c'est bon, je t'envoie la bouteille, c'est parti, etc. Sauf que le Japon refuse de recevoir et d'expédier de l'alcool à plus de 40 degrés, et notre bouteille en fait 46, vers la France. Donc, et d'ailleurs d'autres pays européens. Donc, malheureusement, la bouteille lui est revenue, en tout cas de chez ses parents, de chez ses beaux-parents, pardon, puisqu'il avait mis cette adresse-là. Et donc, il me dit, bah, écoute, je suis vraiment désolé, la bouteille est jamais arrivée, elle est revenue chez mes beaux-parents. Je lui dis, bon, bah, écoute, ok, pas de souci, attendons. Et il me dit, ah, le problème, c'est que moi, j'ai pas prévu d'y retourner tout de suite, parce que Vietnam-Japon, c'est quand même pas gratuit d'y aller. Et puis, il y a pas de pont spécialement pour traverser les pays. Donc, il va falloir attendre. Je lui dis, très bien, attendons quoi? Il me dit, bah, écoute, j'ai un ami qui habite au Japon, qui est un chanteur avec qui je vais faire un festival au Vietnam, qui va venir. Donc, je vais demander à mes beaux-parents d'envoyer la bouteille jusqu'à chez lui. Et puis, quand il va venir me voir au Vietnam, je la récupérerai, je l'enverrai du Vietnam. Ok, très bien. Tout ça se passe sans encombre. Sauf que le jour du festival, notre cher ami japonais se fait piquer son sac. Et donc il me dit écoute, je crois qu'il y avait la bouteille dedans parce qu'il devait me la donner, et donc je suis vraiment désolé, malheureusement je pense que c'est perdu. Et heureusement, finalement, non, la bouteille n'est pas perdue car il l'avait oubliée donc à l'hôtel, ce qui du coup m'a sauvé, puisque sinon la bouteille aurait été volée par un voleur vietnamien. Donc la bouteille, heureusement, revient tant bien que mal dans les mains de mon ami LP, qui me dit écoute, pas de problème, de toute façon ça y est, je l'ai, je vais te l'envoyer cette fois pour de bon depuis le Vietnam. Sauf que depuis le Vietnam, malheureusement, c'est le même problème qu'au Japon, on ne peut pas envoyer d'alcool à plus de 40 degrés, donc j'étais tout autant emmerdé. La bouteille part, elle revient chez lui, donc moi je commence à devenir fou. Parce que, en plus, le pire, c'est qu'à chaque fois, moi, je paye des frais de port. Hein. À chaque fois que l'envoi échoue, la bouteille qui était une super occasion commence à prendre un prix de dingue, puisque du coup, à chaque fois, j'en ai pour 60 ou 80 euros de frais de port. Et bien évidemment, c'est pas à mon pote de payer ça, c'est à moi. Donc il me dit, écoute, là, non, franchement, on n'y arrive plus. Il faut que j'attende qu'il y ait un pote français qui vienne me voir, et puis je lui filerai la bouteille, puis quand il rentre en France, il te l'enverra. Je dis ok, pas de souci, donc ça prend encore des mois et des mois. Et puis il y a un certain David que je salue qui vient voir mon ami au Vietnam, récupère la bouteille, rentre en France avec, me l'envoie. Et je finis du coup par récupérer cette bouteille. Et pour la petite anecdote, cette bouteille, puisque j'avais envie d'en faire profiter le plus grand nombre, je l'ai splittée, c'est-à-dire en gros séparée en plein de petits samples que j'ai fait payer aux gens pour un tas de ce que j'avais payé, ce qui du coup n'a pas du tout été rentable puisque entre deux, j'ai payé 1 milliard de frais de port, donc je me suis bien fait rouler. Mais donc, ça a été un des splits les plus longs de l'histoire. Entre les gens qui ont payé et le moment où ils ont reçu leur sample, il a dû se passer 6 à 8 mois. Donc voilà, c'était l'histoire de cette petite licorne qui traverse... T'aurais dû faire appel à Don National pour récupérer... Alors que ce David aurait pu intervenir dès le début de l'histoire, en fait, hein, j'ai envie de dire. Absolument, ce serait beaucoup moins fait chier. Absolument. Il serait venu en bus avec la voiture. Cette rubrique devient de plus en plus du grand n'importe quoi. Absolument. Alors voilà, c'est sur cette joyeuse touche qu'on va donc terminer notre émission. En tout cas, je tenais à te remercier, Willy, d'avoir bien voulu participer et d'avoir répondu à nos questions également. C'était un plaisir de te voir. C'est quoi les prochains endroits où on peut peut-être te rencontrer ? Alors, là, à la tonnellerie. À la tonnellerie, très bien, bien sûr. Ouais, logique. Alors, simple question pour les auditeurs. Est-ce que c'est un endroit qu'on peut visiter pour le Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Je suis là. C'est visitable, d'accord. Oui, bien sûr. Il y a pas de circuit visite, mais vous nous envoyez juste un petit mail ou un appel. Enfin, il y a les coordonnées sur le site internet, sur Facebook, sur Messenger, on est partout. Bon, je bouge pas de la tonnellerie. Je pense aller en Martinique au mois de juin ou au mois de juillet. C'est le seul voyage prévu. Bordeaux Ramfest au mois de juin. Bah oui, forcément. Et non, voilà, ça va être en Martinique au mois de juin, au mois de juillet. On met toujours une petite annonce sur Instagram, sur
sur le site ou sur Facebook pour dire qu'on est présent, enfin que je me déplace en Martinique, goûter un peu et rencontrer les clients et les amis. Et non, sinon à la tonnellerie, je vous dis, j'y suis pas 7 jours sur 7, mais pas loin. Voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas quand vous passez dans le secteur de Cognac. On est qu'à 1h30 de Bordeaux, donc n'hésitez vraiment pas à venir nous rendre visite, je vous accueillerai. Super. C'est à Cognac même ou dans Je suis à un village à côté? Exactement, c'est à 8 minutes du centre de Cognac. Ok, cool. 10 minutes. Bon, bah, il se peut que je t'envoie un petit mail, tiens. Voilà. Bon, bah, attends, tu veux. Super, merci beaucoup. En tout cas, pour nos auditeurs, nous, on se réécoute dans 2 semaines. Enfin, vous nous réécoutez dans 2 semaines avec un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien en espérant que cet épisode vous ait plu. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires dans tous les sens sur toutes les plateformes. Et surtout, à écouter ce podcast, cet épisode, ainsi que tous les épisodes précédents des 3 dernières saisons sur toutes les plateformes en vogue, hein, donc Spotify et compagnie. Et puis voilà, moi je vous remercie tous autant que vous êtes ici et dans les internets. Et je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir. À très vite. Au revoir. À bientôt. Ciao. Le Singlecast vous a été présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocainou.